Alors ça démarre. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire. Alors déjà, on va vérifier si vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat si le son et l'image sont bien? Bon, ça a l'air. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, un nouveau webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Ce sont des webinaires qui sont organisés en fait par Avenir Actif et l'APEC, donc Conseil en évolution professionnelle, que je vous présenterai bien évidemment au cours de ce webinaire. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi d'autres webinaires sur des thèmes différents, mais sachez que si c'est pas le cas ou si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder notre programme. C'est des semaines de l'évolution professionnelle, donc ça a commencé lundi et ça se termine le 18 octobre. Et vous retrouverez plein de sujets différents sur l'évolution professionnelle, aussi bien sur la création d'entreprise, sur je souhaite me reconvertir, pour les entreprises également, pour les employeurs, pour les membres du CSE, pour les salariés, pour les indépendants. N'hésitez pas. Alors certains d'entre vous du coup sont déjà très actifs, mais je le reprécise, n'hésitez surtout pas à parler, à écrire sur le chat plutôt, parce qu'on est nombreux, on est plus de 100 personnes aujourd'hui et du coup on peut pas s'exprimer à l'oral malheureusement, donc le chat fera l'affaire en tout cas pour cette heure-là. Alors n'hésitez pas, on est 2 comme vous pouvez le voir, donc on pourra répondre aux questions et c'est le moment quoi. On est ensemble pendant 1 heure, donc franchement, faut que ça soit interactif, ça sera beaucoup plus sympathique. Et ben écoutez, on va se présenter. Parce que je vous présente depuis tout à l'heure les semaines, mais je suis Emma Yilmaz. Je suis conseillère en évolution professionnelle, également chargée de relations partenaires. Alors moi, je viens de Avenir Actif et je suis située en région centre, bien que ce webinaire est à destination, bien évidemment, de tous les citoyens français. Et je suis accompagnée, j'ai l'honneur d'être accompagnée par un partenaire externe. Donc Geoffrey, je te laisse te présenter. Donc, je me présente, Geoffrey Terrier, je suis psychologue du travail au sein, du SISTEL, donc le service interprofessionnel de santé au travail, en Eure-et-Loir. Donc j'interviens plutôt sur le département d'Eure-et-Loir, mais voilà, les questions et les thématiques abordées restent génériques. Heu, voilà pour l'essentiel. Merci Geoffrey. Alors comme vous pouvez le voir, hein, Voilà. on a aussi cette opportunité du coup d'avoir avec nous, Geoffrey qui plus, commun, tu travailles plus à la médecine du travail du coup, c'est ça que je voulais, C'est je ça, voulais dire. c'est exactement. Donc si vous avez des questions justement par rapport à ça, c'est le moment et voilà. Alors aujourd'hui le thème, il est assez général, hein, vous verrez, on va aborder quand même pas mal de choses. C'est sur l'épuisement professionnel. Alors vous verrez qu'on va, cette présentation en fait, elle va se découper en plusieurs temps. On va creuser ensemble 3 formes d'épuisement professionnel, certaines que vous connaissez, un peu plus que d'autres peut-être. On va essayer de voir ensemble du coup le burn-out, le bore-out et le brown-out. Qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle par rapport à ça. Et ensuite, je vous présenterai bien évidemment le conseil en évolution professionnelle et en quoi le conseil en évolution professionnelle surtout peut être un levier justement pour vous aider à faire peut-être le point sur votre situation et envisager des solutions. Eh ben écoute Geoffrey, je te laisse la main. Donc je vais commencer par vous présenter, le burn-out. Donc, pour ça, on va commencer par revenir sur les caractéristiques du burn-out. Qu'est-ce que c'est? En quoi il consiste? Ensuite, on viendra sur, voilà, les différentes dimensions du burn-out, comment le détecter, à quel moment vous pouvez commencer, vous, à vous alerter. Voilà, on présentera les différents outils de mesure qui peuvent être utilisés pour pouvoir, commencer à détecter, ces éléments-là, et on reviendra de manière très générale sur, voilà, l'ensemble des éléments qu'on peut avoir sur cette thématique, de burn-out ou, SEP, syndrome, d'épuisement professionnel.
Donc le burn-out, le syndrome d'épuisement émotionnel, c'est un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l'accomplissement personnel qui va apparaître chez les individus impliqués professionnellement auprès d'autrui. C'est une définition qui a été donnée par, Maslar et Jackson en 81. Les éléments importants à retenir, ça va être l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la réduction de l'accomplissement, personnel. Donc il a été conceptualisé pour la première fois par, le psychiatre américain Freudenberg en 1975 et alors pour revenir sur les 3 dimensions, on a l'épuisement émotionnel qui va correspondre un peu au manque d'énergie, sentiment que les ressources émotionnelles vont être épuisées, un peu une démotivation pour son travail. Cet épuisement, il va être en lien avec, l'objet travail. Donc c'est vraiment, peut y avoir des personnes qui vont être très bien dans la vie un peu de tous les jours, se promener avec les enfants, enfin voilà, les éléments de la vie un peu, courante, mais qui, dès que ça va concerner le travail, vont commencer à ressentir une grosse fatigue, un gros épuisement. Voilà, c'est en ça un peu qu'il est caractérisé, l'épuisement émotionnel en lien avec, notamment, le syndrome d'épuisement professionnel. Une dépersonnalisation donc, c'est-à-dire, on va dire le développement d'attitudes impersonnelles qui vont être détachées, négatives envers les personnes dont on s'occupe. C'est un peu, d'une certaine façon, prendre du recul par rapport à son travail et se protéger. Donc ça va être une stratégie qui va permettre de faire face à l'épuisement, on va dire des ressources que la personne peut avoir par rapport, au travail, en mettant à distance du coup, les personnes, alors soit des bénéficiaires, soit, le travail en lui-même. Ça peut toujours dépendre du travail, si c'est en lien avec, un usager ou pas. Ça peut être aussi avec ses collègues, donc le fait d'être un peu plus, à l'écart, de se remettre, se replier un petit peu. Et du coup, la réduction de l'accomplissement personnel, donc bon, ça va être concrètement, une personne qui va avoir l'impression que, ce qu'elle fait dans son travail, pas forcément que ça a pas de sens, mais qu'elle le fait mal, qu'elle va voilà, on va être sur une dévalorisation de son travail, de ses compétences. Heu, Ça peut être beaucoup, «Avant j'étais bon, mais là j'ai l'impression aussi de plus être en capacité de faire mon travail, d'avoir, une perte de compétences», voilà. On s'entend aujourd'hui, du coup, pour définir, le burn-out comme un épuisement, physique, émotionnel et mental qui va résulter d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, comme on disait, du coup, le burn-out, c'est un syndrome à 3 dimensions. Donc il est en lien avec le rapport subjectif au travail. Donc le rapport subjectif au travail, c'est son rapport à soi qu'on a personnellement avec son travail, heu, qui va correspondre, avec, concrètement, c'est comment soi on se projette et comment on visualise son travail. Voilà. Donc on va reprendre les dimensions, l'épuisement professionnel qui va être, en général la plus centrale. Heu, ça peut se manifester par, une fatigue extrême, qui va être due à une exposition continue à différents facteurs de risques psychosociaux. Des temps de repos, qui vont être insuffisants pour soulager la fatigue. J'ai l'impression que, l'habitude de dormir 7 heures, bah, là, les 7 heures, au bout des 7 heures, le matin, quand je dois repartir au travail, je suis toujours beaucoup plus fatigué, voilà, j'ai pas l'impression de m'être reposé alors que d'habitude, ça me suffit. On va avoir également un cynisme vis-à-vis du travail qui va se mettre en place. Donc, une attitude un peu, qui va devenir négative, un peu, dure, détachée. On va commencer à être détaché vis-à-vis de son travail et des personnes du coup qui vont faire partie du travail. Ça rejoint aussi, le sentiment de dépersonnalisation qu'on a pu voir tout à l'heure. Progressivement, voilà, la personne va se dégager de son travail, de la structure dans laquelle elle va évoluer. On va déshumaniser inconsciemment les autres, en quelque sorte, voilà, ça va être dû à un mouvement un peu d'autopréservation face aux exigences émotionnelles du métier auquel la personne va plus réussir à faire face.
On peut avoir des attitudes négatives, dures, détachées vis-à-vis de son travail et de ses collègues, un désengagement progressif de son travail. Ça peut être une personne qui avait l'habitude d'être, dans une dynamique, tout le temps et qui va avoir, de moins en moins, voilà, s'investir dedans. Une déshumanisation inconsciente d'autrui. Ce qui va correspondre à, soit si par exemple on travaille, pour des bénéficiaires, pour des clients, bah, voilà, de moins avoir, d'avoir une considération un peu moindre pour ses clients et de moins en moins les voir comme des personnes et de plus en plus comme des objets. On peut considérer du coup comme, une stratégie d'adaptation en réponse à une sollicitation ressentie par l'individu, ce cynisme vis-à-vis du travail. Enfin, on peut avoir dans la troisième un peu, dimension, du syndrome, voilà, du burn-out, une diminution de l'accomplissement personnel au travail. Savoir, une perte de l'accomplissement personnel, une dévalorisation de soi qui va se traduire à la fois pour l'individu, un sentiment d'être un peu inefficace dans son travail, de pas être à la hauteur du poste, une dimension, voilà, peut faire l'objet de controverses en lien avec notamment les traits de personnalité ou encore, une conséquence ça peut être également une conséquence parmi d'autres du stress au travail qui n'aurait pas forcément, lieu d'être intégré dans la définition du burn-out. Donc, elle peut faire un peu débat, mais concrètement, par rapport à ça, on va avoir une perte de l'accomplissement personnel, une dévalorisation de soi, donc du sentiment d'être inefficace, voilà. Et cette, dimension voilà, la diminution de l'accomplissement personnel, elle reste toujours à mettre, un peu en perspective parce qu'elle reste controversée, pouvant, être due aussi à une conséquence du stress au travail et pas forcément, être dans le syndrome, d'épuisement professionnel. Donc pour résumer et un peu, synthétiser, le syndrome d'épuisement professionnel, il peut se traduire comme une érosion, donc quelque chose de très progressif. La progressivité de la mise en place du burn-out, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, ça met du temps à se mettre en place, voilà. C'est pas sur une semaine dure au travail qu'on peut commencer à se questionner par rapport, au burn-out. Ça va plus être vraiment, progressivement. Et qui va donc se traduire, voilà, par, une érosion, donc une diminution de l'engagement en réaction avec, l'épuisement, des sentiments, de l'impact un peu émotionnel qu'on peut avoir dans son travail, un peu à mesure que le cynisme, peut, s'installer et de l'adéquation entre, le poste et le travailleur. C'est-à-dire on sent que le poste est de moins en moins fait pour soi, peut être vécu comme une crise personnelle, voilà. Alors Geoffrey, juste avant de poursuivre, on a quelques questions. Une question de Mélina: «Des symptômes de dépersonnalisation et de déréalisation font partie des symptômes du burn-out?» Alors on va Exact directement les symptômes, mais vas-y, je te laisse répondre. alors j'ai pas la question de Mélina que donc Ouais, il y a beaucoup de questions. ouais, des symptômes de dépersonnalisation et de je ne vois pas. Font partie des symptômes du burn-out. Alors c'est pas des Font ils symptômes, partie physiques. alors Vas-y, je je te laisse vais, répondre. juste pour réexpliquer, le burn-out, c'est pas une maladie déjà, enfin parce que je vois aussi des questions sur la CPAM et sur toutes ces choses-là. On est sur, voilà, sur un symptôme organisationnel qui va potentiellement engendrer d'autres troubles. Donc le symptôme de, déréalisation, alors la dépersonnalisation, oui, ça rentre dans le cadre du burn-out, dans le cadre de un peu, perdre contact avec ses émotions. Si on est dans une relation un peu de service, donc de travail auprès, de personnes, d'individus, avoir, moins de considération pour les personnes qu'on va accompagner, ou, être, moins proche de ses collègues, se mettre un peu à l'écart, ça peut faire partie rentrer dans ce cadre-là. La déréalisation, je vois moins ce que vous pourriez, madame, Giraud du coup, expliquer ce que vous entendez par déréalisation? Parce que, autant sur l'accomplissement, si ça rejoint l'accomplissement personnel, c'est-à-dire avoir l'impression, d'être, moins,
moins Peut-être dans, moins, enfin, c'est ça. déréalisation, moi je le comprends comme, fournir moins d'investissement. Ouais, bah, alors soit c'est le désengagement. Alors le désengagement, ça reste quelque chose de une façon de se préserver dans le cadre d'un burn-out, c'est-à-dire, on s'engage moins dans son travail, on prend du recul, on travaille. Et si c'est plus sur l'accomplissement personnel, oui, ça rentre en compte, c'est-à-dire le fait d'être moins dans de voilà, d'avoir une baisse du sentiment, du travail qu'on peut faire et de la qualité de son travail. Voilà pour la déréalisation. En plus du contexte, est-ce que, de Yannick, donc si c'est un problème d'environnement managérial et non en rapport avec le travail en lui-même, ce n'est pas un burn-out? Là, on est plus dans le contexte, en fait. Un contexte peut-être de travail peut amener à un moment donné à une forme d'épuisement professionnel. L'environnement de travail dans lequel on est peut amener effectivement une forme. Alors les facteurs étiologiques donc, en lien et déterminants du burn-out, sont, en lien avec, les facteurs des risques psychosociaux. Le burn-out, c'est pas une maladie en tant que soi, hein. L'OMS va pas reconnaître le burn-out comme, une maladie. Pareil pour, en France, enfin l'équivalent, en France. C'est, un syndrome qui va se mettre en place voilà, en lien exactement un peu, une conséquence, de difficultés organisationnelles en lien avec des facteurs de RPS, avec, on le verra tout à l'heure, un peu une dimension individuelle qui reste quand même enfin qui reste prononcée, avec, un questionnement là-dessus. Mais voilà, le burn-out, c'est voilà, reste quand même très en lien avec le travail. C'est, le travail qui va mettre le burn-out. Et comme on a pu le voir, hop là, sur c'est celle-là, cette diapo, ça correspond à un rapport subjectif au travail. Donc c'est, la personne par rapport à comment elle visualise son travail, qu'est-ce qu'elle a envie de faire et comment elle veut voir son travail, qu'est-ce qu'elle apprécie dans son travail et un peu, une différence entre, les ressources, enfin sa visualisation du travail, les ressources qu'elle va mettre dans son travail et les résultats et la devenir de son poste. Je reviens, du coup sur cette slide-là. Que peut-on faire si on est en situation de burn-out? Alors pour le burn-out, moi le meilleur conseil déjà que j'aurais à donner, c'est, bah, déjà de prendre contact le plus rapidement, possible et même si on commence à se poser des questions sur, est-ce qu'on a ou pas, le burn-out? Est-ce qu'on est dans un syndrome d'épuisement professionnel? Ou dès qu'on commence à être fatigué, prendre contact avec le médecin du travail, avec son médecin généraliste également, qui coordonne toujours les parcours de soins. Voilà, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire, pour pouvoir se préserver au maximum. Parler, Voilà, dans les ça slides vient après. d'après, ça arrive, Je hein, justement. c'est ça, Comment faire et comment, ou c'est qui ça, aller voir et que faire quand on a les premiers symptômes. Et là, justement, on va rentrer, dans les symptômes, dans les manifestations et les troubles associés. Donc ça va, je pense, vous intéresser, être dans la continuité aussi de ce qui est dit dans les commentaires. hop, donc burn-out, les symptômes. Alors comme on a pu le voir, précédemment, le burn-out, voilà, il va être, syndromatique de plusieurs éléments et il va avoir plusieurs manifestations. Donc pour vous, c'est un peu des éléments qui, si vous posez des questions sur, est-ce que je peux être en situation, d'épuisement professionnel ou pas, peuvent commencer à vous questionner. Ça va être, principalement du coup, une irritabilité, donc les symptômes, les manifestations, elles vont être émotionnelles. On va avoir, une irritabilité, un peu, une augmentation de la sensibilité. C'est toujours par rapport à vous, c'est-à-dire, vous réagissez ou surréagissez à des éléments là où avant vous auriez pas surréagi. Physique, on peut avoir, des troubles du sommeil, une fatigue, un peu chronique, des tensions musculaires avec des douleurs, voilà, prise de poids, maux de tête. On peut avoir des manifestations qui vont être cognitives, baisse de la concentration, des décisions un peu plus difficiles à prendre, comportementales, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, un repli sur soi, une augmentation un peu de l'isolement, être plus agressif, ce qui rejoint également du coup le côté émotionnel. Motivationnel, à savoir un peu une baisse de motivation, avoir, le moral en berne.
Un effritement plutôt des valeurs associées à son travail, c'est-à-dire soi-même, on se demande par rapport à ce qu'on a fait, un peu on remet un peu en question son travail. Sentiment un peu d'être pris au piège, de douter de ses propres compétences, voilà, une dévalorisation de ces différents éléments. Ces manifestations vont pas forcément être propres au burn-out, elles peuvent se caractériser par, une exposition prolongée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux et peuvent s'apparenter à des symptômes de stress chronique. Il faut bien être capable de distinguer ces éléments-là, c'est-à-dire c'est pas forcément, parce qu'il y a un ou plusieurs symptômes qui peuvent être présents qu'on est sur un syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out. Ça peut, voilà, se mettre en place et c'est vraiment, voilà, faut tac, on doit le voir normalement sur la prochaine diapo, voilà. Faut différencier le stress chronique du syndrome d'épuisement professionnel. C'est 2 choses qui sont différentes, le stress chronique, ça va plutôt être une réaction due à différents facteurs de risques psychosociaux, en soi avec le travail. Le syndrome d'épuisement professionnel, c'est vraiment quand on arrive un peu à voilà, on est sur un syndrome, on arrive, un peu au bout des choses suite à une trop forte exposition au stress chronique par rapport à plein d'éléments. Sur la durée, on va commencer à vraiment avoir, les 3 dimensions qu'on a présentées tout à l'heure, du burn-out, enfin, qui vont se mettre en place et se faci enfin voilà, rester, importantes. Donc c'est assez similaire entre le stress chronique et le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà, on peut avoir plusieurs différences, notamment au niveau de l'engagement dont peut faire preuve un individu dans son travail avec, un déséquilibre, ce que je pouvais vous dire tout à l'heure, hein, à savoir qu'il peut devenir trop important entre la réalité de son travail, la vision qu'il avait de son travail et de ses conditions de travail et ce que son travail du coup, est, réellement. Comme on revient beaucoup à la dimension, subjective un peu, et du rapport au travail. C'est que, ça va vraiment être, en lien avec, comment la personne le perçoit, pourquoi elle fait son travail, voilà. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Hop. Donc pour le burn-out, alors on a plusieurs outils de mesure et un peu de détection du burn-out. À prendre avec énormément de recul, c'est pas des outils, enfin ça reste des, autodiagnostics un peu, donc ça a aucune, valeur médicale. Je tiens à le préciser quand même dès le début. Je dirais à utiliser pour vous, à titre, personnel, plutôt vraiment si vous commencez à avoir des questions, avant d'aller voir, le médecine du travail, avant d'aller voir, voilà, toutes ces choses-là, ça peut, permettre d'avoir un déclic. Ça reste préférable de l'utiliser avec un médecin du travail qui explique, voilà, qui fait vraiment, le point sur ces éléments-là. Donc on a, le Maslar Burnout, Inventory qui peut permettre de repérer du coup les phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail. On a également le on a plusieurs, hein, donc on peut avoir le Copenhague Burnout Inventory. Alors je suis désolé si mon accent est pas génial, qui reste aussi, intéressant à utiliser. C'est des questionnaires qui sont psychométriquement, valides, peuvent se décliner, en plusieurs versions, donc soit pour une population spécifique, donc il y en a certains qui sont très centrés sur, les professions, notamment les professions médicales ou un peu du social, soit pour une population un peu générale au travail. L'objectif, voilà, ça va servir vraiment de repère. Ça peut être utilisé à niveau collectif aussi. Voilà, des phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail et permettre, comme ça de revenir sur des difficultés, des impasses, dilemmes, contradictions auxquelles peuvent se heurter, les travailleurs dans leur milieu professionnel. Heu, Ça peut être, hop là, ça peut être du coup des tests, voilà, d'auto-évaluation qui peuvent permettre donc en fait de mesurer au travers des 3 dimensions qu'on a pu voir, donc le CBI, le MBI, l'épuisement personnel, l'épuisement professionnel et l'épuisement relationnel.
Donc le Copenhague Burnout Inventory, autrement appelé, CBI, que vous pouvez retrouver, hein, si vous vraiment vous cherchez parce que vous vous questionnez, en tapant juste sur Google CBI Burnout, voilà. Juste, si vous utilisez ces tests, il y a le sens un peu du mot, client qui va différer selon votre activité, que vous pourrez, remplacer par, soit patient, bénéficiaire, élève, parent d'élève, stagiaire, un peu collègue, pour pouvoir, faire ce point-là. Heu, voilà, pour ces tests-là, à utiliser avec parcimonie, moi je vous dirais quand même, malgré tout. Ça a pas valeur de diagnostic, ça a plutôt valeur, de vous aiguiller si vous vous questionnez là-dessus. Et vraiment, voilà, c'est à échanger derrière avec, le médecin du travail, avec, ou même des psychologues du travail en fonction des interlocuteurs que vous aurez. Ensuite, donc le burn-out qui peut être en lien ou non avec des caractéristiques en lien avec l'individu. Donc, pour les caractéristiques, liées à l'individu, peut avoir, enfin, il n'y a pas de liens qui ont été établis entre l'épuisement professionnel et déjà le genre, l'âge ou le niveau d'études. Heu, Là-dessus, on n'a pas de, voilà, de lien, très clairement établi. Par contre, comme, pour le stress au travail, il y a certains traits de personnalité qui peuvent jouer un rôle dans la survenue de l'épuisement, professionnel. Notamment, voilà, citer un lien entre le syndrome du burn-out et une certaine, instabilité émotionnelle, donc une tendance à percevoir, à construire et ressentir la réalité et les événements comme menaçants, pénibles et problématiques, ou encore, un lien entre, un burn-out et le caractère consciencieux, être méthodique, organisé, soigné, méticuleux, persévérant. Heu, il y a un lien par contre, alors il peut y avoir des liens, c'est pas uniquement ces personnes-là. Prendre du recul aussi sur les traits de personnalité. Comme je disais, comme on pouvait le dire tout à l'heure, c'est très en lien avec, le rapport subjectif au travail et il y a pas, une personnalité type, du burn-out, voilà. Ça c'est ça va surtout résulter, d'une exposition prolongée à un facteur de RPS et c'est surtout ça, le plus important qui va créer un déséquilibre important pour l'individu, en lien, ce déséquilibre avec, les ressources que la personne a pour faire face à son travail, qui vont plus être suffisantes. Donc ces ressources, ça peut être, les moyens qui sont mis à sa disposition, la reconnaissance de son travail, le soutien managérial, voilà, il y a plein de ressources, hein, qui peuvent se mettre en place et du coup qui vont plus être suffisantes pour faire face, aux exigences de son travail, notamment, dans le respect des valeurs, de son métier. Déséquilibre qui du coup peut compromettre son engagement professionnel notamment. Donc, les RPS qui sont, les risques psychosociaux, hem, pour faire un petit point juste sur les facteurs de RPS. Alors l'objectif c'est pas de faire ou d'expliquer ce que sont les RPS, mais on a le rapport Golac qui, présente, qui fait plutôt référence en France. Je me permets juste ce petit point, qui va présenter 6 grosses familles de risques psychosociaux. L'intensité et la complexité du travail qui va être en lien avec, les moyens dont vous avez à disposition pour faire votre travail, le temps, les objectifs, voilà, en termes, les objectifs de travail en termes quantitatifs et qualitatifs. Heu, L'autonomie au travail, est-ce que vous êtes disposé de suffisamment, d'autonomie dans le cadre de votre travail, de marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir accomplir et atteindre vos objectifs? Le conflit de valeurs, c'est-à-dire est-ce que, votre travail correspond à vos valeurs personnelles, les rapports sociaux au travail, plus en lien avec tous les collègues et les voilà, les éléments, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'il y a possibilité d'entraide ou pas au sein de son travail? L'insécurité de l'emploi et de la situation de travail, donc est-ce qu'on peut se projeter sur du long terme sur son travail ou sur son emploi? Et les exigences émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui va plutôt être en lien avec le contact avec le public, la relation émotionnelle, le fait de devoir ou pas contrôler ses émotions. Alors je le fais très sommairement, hein, si vraiment les RPS vous intéressent, allez poursuivre là-dessus. C'est vraiment une présentation très, très, très sommaire, voilà, des facteurs de RPS pour pouvoir voir un peu de quoi il s'agit. Prévenir, en agissant du coup sur les facteurs de risques psychosociaux.
Donc s'informer et se former, pour pouvoir prévenir de manière, générale sur le burn-out, ça reste toujours d'intervenir sur ces 6 facteurs de risque, psychosociaux, donc informer et former, son personnel, soi-même, veiller à sa charge de travail, donc voir ce qu'on est en capacité de faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Garantir un soutien social solide au sein de son collectif. Donner ou solliciter des marges de manœuvre, à ses salariés. S'assurer d'une juste, reconnaissance, du travail. Voilà, les ressources mobilisées par le travailleur, être transparent et équitable dans les processus de reconnaissance des uns et des autres. Discuter des critères de qualité, c'est, une notion qui va être importante, notamment, voilà, dans le cadre du burn-out, puisque ça va renvoyer à l'engagement. Donc, les attitudes motivationnelles vont être, étroitement en lien avec, la reconnaissance et du coup, en lien avec, les critères de qualité du travail. Donc en soi, c'est, qu'est-ce qu'on attend, du rendu, en termes de qualité, à ces termes-là. Dans le travail, des fois, on peut pas forcément toujours faire, le meilleur truc, voilà, donc quels sont les critères de qualité attendus pour pouvoir, considérer que la personne est un bon travailleur? Sur quoi on va le noter? Et du coup, discuter de ces critères de qualité, c'est aussi, échanger sur, qu'est-ce que la personne est en capacité de faire avec, les moyens dont qu'on met à sa disposition. Voilà, je Ouais, c'était très je complet. Je reviens juste sur les commentaires, qui sont très intéressants. Franchement, je vous ouais. remercie parce que vous êtes vraiment actifs. Je peine limite à suivre. Je reviens sur le commentaire qui a été émis il y a un petit moment, concernant le management toxique avec une augmentation volontaire de charge de travail, peut faire «craquer» entre guillemets le salarié, ça peut mener à un burn-out. Est-ce que cela relève du harcèlement? Alors, à savoir que si jamais vous avez un doute sur tout ce qui est harcèlement moral, n'hésitez pas à contacter l'inspection du travail, parce que ça va être l'organisme justement qui pourront vous répondre et ils restent disponibles pour les salariés. Hein, donc, n'hésitez pas à prendre des infos également auprès de l'inspection du travail. Après, j'ai vu passer aussi des personnes qui font part de leur expérience. Alors, c'est super, franchement, si entre nous, enfin entre vous aussi, vous pouvez faire partager vos expériences, que vous puissiez voir ensemble ce que l'un a pu faire, l'autre a pu faire. Après, on est sur quelque chose de très personnel. Donc, il y a des démarches qui pourront convenir à une personne et peut-être pas à une autre. Ça, c'est complètement normal. Mais on va voir ensuite justement quels sont sur toutes ces formes d'épuisement professionnel, qui vous pouvez aller voir, quel organisme est là et etc. Mais du coup, tout le monde, hein, peut être touché. Alors je reviens sur, sur un autre commentaire, mais tout le monde peut être touché, hein, par, ces formes d'épuisement professionnel. Les salariés, les indépendants, les chefs d'entreprise, les managers. Il y a pas de catégorie, il y a peut-être des statistiques qui montrent, je les connais pas, je maîtrise pas du tout, mais en tout cas, ça peut toucher tout le monde, hein, il y a pas de règles par rapport à ça. C'est très personnel comme on l'a dit. C'est aussi par rapport à soi et comment on vit nous, le sens qu'on accorde au travail. Donc c'est très, très personnel comme on l'a dit. Donc après, voilà, ça peut toucher tout le monde. Et effectivement, alors Geoffrey a présenté tout à l'heure les, heu, les Les outils de facteurs de mesure et aussi c'était ta dernière slide juste avant, je sais plus, c'était, je regarde justement, j'ai la main sur prévenir, comment prévenir, se former au risque, c'est important et peut-être aussi encourager les membres du CSE ou si même vous-même vous êtes membre du CSE, à vous former, à ça, à partager les informations et surtout ne pas attendre en fait, ne pas se dire: «Est-ce que?» Ne pas essayer de se faire soi-même son propre diagnostic. Du moins, si vous avez un signal d'alerte, bah, allez voir des professionnels, en parlez-en. Et puis déjà, vous pourrez être accompagné pour ça. Hein. Faut pas hésiter, ne restez pas seul, même si vous avez un doute. À partir du moment où on a un doute, c'est qu'on se pose des questions. Donc l'idée, c'est d'aller voir les bonnes personnes pour pouvoir avoir des réponses à ces questions.
Alors on va poursuivre parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Désolé, On je est très bavard, mais c'est important, hein, de répondre aux commentaires et cetera. Alors là, on va parler du coup d'une autre forme, d'épuisement, professionnel, c'est le burn-out. Alors là, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est, les risques associés. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a des stratégies pour pouvoir contourner ça et comment s'en sortir? Alors là, on est, sur, en fait, le burn-out, alors c'est moins connu, hein, parce qu'il y a très peu de littérature sur ça. Hem, En fait, c'est, s'ennuyer. Voilà. C'est quand, à un moment donné, on peut avoir un sentiment de s'ennuyer, mais ce sentiment et là, il persiste et il peut avoir des impacts sur sa santé. Donc voilà, le burn-out, c'est s'ennuyer. Il a été décrit, par un état émotionnel désagréable de faible stimulation et d'insatisfaction engendrée par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. Hem Alors, quelle est ses sources, ses origines? En fait, le burn-out, ça se traduit par de l'ennui, par une situation de travail passive, qui combine peu d'exigences au poste de travail, peu d'attitude décisionnelle, peu de marge de manœuvre. En fait, c'est souvent, lié à des postes, où, les tâches sont plutôt, monotones, où on a l'impression, nous en tout cas, hein, parce que parfois c'est aussi, hein, propre à chacun, où les tâches nous paraissent monotones, des tâches répétitives, des tâches, parfois de surveillance avec une sous-charge aussi, quantitative et une sous-charge aussi qualitative. Hem Et donc là, on va être aussi, sur une triple rupture à l'origine du burn-out. On va parler de 3 ruptures, une rupture du temps où on va retrouver des rythmes, des activités quotidiennes, futures qui nous conviennent pas en fait, qui fait qu'on s'ennuie, une rupture dans l'espace, hein, au niveau de l'organisation du travail. Parfois, c'est dû à ça et une rupture des frontières du métier. En fait, avec, parfois l'impression que finalement ces compétences ne sont pas, adaptées au poste qu'on fait et donc on a ce sentiment de s'ennuyer et de rien apporter également. Donc c'est assez lié, hein, tout ça. Alors les risques associés, là, c'est pareil, hein. On reprend, finalement, des risques, psychosocial, multifactoriels où on va avoir, quand on a un sentiment de burn-out, on va avoir aussi, la crainte du regard social, en fait, où on va avoir l'impression, vous savez, quand on a la question de quelqu'un de son entourage, qui nous dit: «Bah, alors, vous faites quoi dans la vie?» Et puis nous, bah, on s'ennuie au travail et ce sentiment de se dire: «Bah, finalement, elle me met mal à l'aise cette question. Il va y avoir aussi un conflit moral parce on a tendance aussi à avoir dans la tête que toute peine mérite salaire. Et donc, quand on s'ennuie au travail, on a l'impression de ne rien faire et de ne d'être payé entre guillemets à rien faire, hein, dit grossièrement. Et du coup, ça va nous ça peut apporter un sentiment de culpabilité. Donc il y a aussi un risque organisationnel, hein, c'est-à-dire que l'idée, ça va être aussi de comprendre, l'organisation du travail, dans son entreprise et ça peut aussi permettre à un moment donné de faire une cartographie de risque de burn-out et puis comme je l'ai dit, tout ce qui est professionnel métier, alors là, on parle en fait de l'écart entre les compétences et hem et c'est, et les postes. Des pertes de repères, et on parle aussi de risque de placard. Alors on relève 3 placards, placard de type social où là, en fait, c'est, par exemple, vous êtes en arrêt depuis un moment, vous revenez sur votre, poste, de travail et puis on vous a, heu, on vous a aménagé votre poste de travail et puis, bah, finalement, au bout d'un certain temps, c'est bon, quoi. Le poste, il est aménagé, vous avez pris votre repère ça et vous avez l'impression que ça dure et là peut s'installer, une forme d'ennui, sur du long terme, hein. C'est aussi le cas souvent sur les postes de chargé de mission. Vous savez, où il y a une absence souvent de ces postes-là, ils sont pas forcément rattachés à une hiérarchie parfois qui est claire, à des missions qui sont clairement, définies et du coup, ça peut amener à un sentiment d'ennui, au travail et puis après on parle aussi de risques invisibles avec un effet de la non-action. En fait, hem, c'est-à-dire de se dire: «Bah, finalement, j'ai l'impression que je ne fais rien».
Pareil, alors profil type, est-ce qu'il existe un profil type, de personnes en situation de burn-out? Alors non, il y a pas de profil type, en fait. On peut pas faire de profil type de salarié qui s'ennuie, mais c'est vraiment, tro la cause de 3 racines, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation, la répartition de la charge du travail. Peut-être que, il y a eu une réorganisation et puis parfois, bah, c'est souvent la surcharge du travail, mais parfois c'est l'inverse. Parfois, bah, on se retrouve avec moins de travail, les compétences, une personne qui est qui travaille pendant longtemps dans la même entreprise, bah, elle évolue, elle acquérit des compétences et puis finalement, bah, ces compétences, on n'arrive pas bien à les mettre en valeur dans l'entreprise et puis ça correspond plus au poste et là, on s'ennuie, quoi. Et donc ça peut vraiment être causer aussi des symptômes et des choses qui sont pas très, très cool. Après c'est assez subtil, hein, la souffrance issue du burn-out, elle est beaucoup plus subtile à décoder, car elle est parfois mal assumée par le salarié, hein. C'est pas évident, de dire, «Je m'ennuie et j'ai l'impression de rien faire» et voilà. Alors, je vois qu'on a pas mal de commentaires, ça, on va en parler de tout ça, hein, des bilans de compétences, et cetera, de ce qui peut être possible de faire. Hem mais justement, les stratégies de contournement, qu'on sur le burn-out, alors on va avoir plusieurs stratégies, hein, quand on va être dans cette situation-là, pour éviter les effets négatifs qui sont liés à l'ennui. La première stratégie, ça va être, de rationaliser. La deuxième tentative, ça va être d'essayer de faire preuve de créativité et de se dire: «Bah, peut-être que cette tâche-là, je peux la transformer et faire qu'elle va plus, m'inspirer et faire en sorte que je ne m'ennuie moins et puis passer à ces 2 stades-là, on va avoir, un troisième niveau, s de stratégie de contournement, où là, bah, ça peut être aussi, ch échanger, avec ses collègues et puis à un moment donné, bah, vouloir aussi quitter l'entreprise. Alors les relais par rapport à ça, ça peut être des relais managers, RH, mais ça peut être aussi ça peut être renvoyé à sa propre responsabilité. C'est-à-dire que concrètement, il faut pas rester dans cette situation. Peut-être, que ça peut être pas mal justement quand on se retrouve dans une situation d'ennui, d'être accompagné et d'essayer de sortir de cette situation en se disant: «Bah, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour sortir de cette situation?» Changer de métier, changer d'entreprise et cetera. Donc là, ça va être important en fait, dans cette situation-là, mais j'ai envie de dire dans toutes les situations, hein. Tout à l'heure, j'ai vu passer des commentaires, faire le point sur ses compétences, tout ça. Quand on est dans une situation, dans un questionnement par rapport à son travail, quand on se pose des questions, qu'on a un doute, sur son travail, l'important, c'est la première chose à faire, c'est de prendre de la hauteur sur soi. Prendre de la hauteur, essayer de faire le point aussi sur ses valeurs professionnelles, sur le sens qu'on accorde au travail, sur ses intérêts professionnels, sur ses compétences, sur qu'est-ce qu'on veut, on ne veut plus avoir dans un emploi, qu'est-ce qu'on veut retrouver dans un emploi. Ça va être important de réapprendre à mieux se connaître quand on est, dans des situations d'épuisement professionnel, hein. Ça va être vraiment la première étape. Du moins là, je parle sous ma casquette de conseiller en évolution professionnelle où nous, on accompagne vraiment sur la partie professionnelle. Après, bien évidemment, avant ça, il y a des étapes qui sont un peu plus, médicales, hein. C'est ça, Geoffrey, je pense que c'est, C'est ça. l'essentiel, hein. Alors parce qu'en plus je vois que alors j'ai juste vu, brièvement dans le chat que une personne en avait parlé. Il y a l'obligation et du coup tous les services de santé au travail ont au sein de leurs effectifs une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui permet aussi de faire des fois le relais même avec les CEP sur, plus l'aspect on va dire santé. Moi vraiment enfin le conseil tout du moins que j'aurais à vous donner, c'est n'attendez pas forcément. Si vous commencez à ressentir, des grandes fatigues, des problématiques en lien avec le travail, parlez-en, bah, déjà peut-être à votre N+1, N+2, les services RH pour voir qu'est-ce qui est possible de mettre en place en interne et peut-être même des fois en complément, allez voir aussi le médecin du travail et la médecine du travail pour au moins pouvoir commencer à échanger avec eux
plus, les choses sont connues tôt, plus, on peut enfin, il y a possibilité d'intervenir sur les situations, de mettre en place des choses. Voilà pour Ouais. ça et oui, en l'occurrence, ça peut être aussi, très intéressant de profiter de ces moments-là pour pouvoir, avoir un peu une réflexion sur son projet professionnel, sur soi et sur son devenir professionnel et du coup contacter, les CEP qui sont, Mmh mh. totalement, les plus à même à vous aider là-dessus, à ce niveau-là. Mmh. Et puis, n'hésitez pas aussi, lors des entretiens professionnels qui ont lieu tous les 2 ans, s'ils ont lieu, normalement c'est une obligation, hein, mais ça peut être aussi l'occasion justement de aussi ne hésiter à ne pas à faire part à votre employeur de la moindre de chose qui peut-être à un moment donné peut s'améliorer. En fait, il faut vraiment pas, attendre d'avoir des symptômes, hein. Franchement, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, dès que vous avez une question, dès qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, pas forcément d'aller voir le médecin, mais du moins, d'essayer d'en parler à votre RH, à votre responsable, lors d'un entretien professionnel ou si vous ne voulez pas en parler au sein de votre entreprise et ben, d'aller voir un service neutre comme, le conseil en évolution professionnelle, que ça soit France Travail, l'APEC, Avenir Actif, enfin voilà, tous ces corps-là. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'il nous reste 15 minutes. Dernière forme d'épuisement professionnel dans ce webinaire, c'est le burn-out. Alors, qui est encore aussi, moins connu. En fait, c'est, la perte de sens, c'est le sentiment de faire un travail, absurde, en fait. Donc c'est un petit peu, ça peut avoir un lien, en fait, aussi avec toutes les autres, formes d'épuisement, bien évidemment, hein, la dualité, elle est très faible finalement, mais voilà, le burn-out, c'est vraiment, la pathologie du sang, c'est la conséquence directe de ce que, un anthropologue qui s'appelle David, Waber a nommé en 2013 les bullshit jobs. En fait, la cause principale, ça peut être une incompréhension, des finalités des objectifs. C'est-à-dire, bah, je sais que je dois faire ça, je vais mettre 5 heures à le faire parce qu'on me l'a demandé et c'est mon travail. Maintenant, je sais pas à quoi ça sert et en fait, du coup, mon travail n'a plus de sens. Ou ça peut être aussi ne pas être en phase parfois avec les valeurs, hein, de l'entreprise, à arriver à un moment donné où on évolue, on change et ça peut aussi avoir cet effet de, bah, finalement, je ressens plus de sens dans ce que je fais et j'ai besoin de retrouver quelque chose qui m'apporte, du sens. Alors généralement, voilà, c'est les métiers, il y a pas, de métiers, plus concernés que d'autres, mais en tout cas, il y a des environnements de travail et des organisations qui sont, plus impactés où souvent c'est quand, pareil, hein, vous avez peut-être un manager ou un N+1 ou voilà qui vous dit: «Bah, faites ça» et derrière ne vous apporte pas forcément d'explication. Ça peut être ça ou ça peut être une fiche de poste qui est mal expliquée ou, heu, ou tous ces éléments. Alors comment savoir si je suis concernée? Je suis fonctionnelle et active, mais je vis un sentiment d'absurdité dans mon travail. Le travail que vous effectuez vous satisfait-il? Comprenez-vous la finalité de vos activités, leur intérêt et vous sentez-vous en cohérence avec la politique de votre entreprise? Hem, la différence, contrairement aux autres, une personne en burn-out est toujours fonctionnelle et peut rester active. Elle a cependant un sentiment, voilà, d'absurdité de son travail. Elle n'est pas en surcharge, hein, de travail. Elle ne s'ennuie pas. Elle est déçue, incomprise et saoulée. Voilà. La perception qu'on a, est celle d'un travail dénué de sens. Il en découle une certaine lassitude ou un cynisme de celui ou celle qui en est victime. Donc, il y a aussi le rôle important, hein, de l'entreprise qui peut être considéré comme un élément, qui favorise justement, qui favorise ça. Alors ça peut être intéressant de s'auto-tester, justement avec ces questions-là. Il y a un test, qui s'appelle le quotidien britannique The Telegraph, qui a listé 10 comportements et sentiments que vivent et ressentent les personnes en burn-out, notamment, vous travaillez mais vous n'éprouvez pas d'intérêt pour ce que vous faites, vous ne pensez plus à votre carrière et vous ne prenez pas de décisions importantes pour vous-même. En réunion, intellectuellement, vous participez au minimum et voyez d'abord les risques plutôt que les opportunités, et cetera. Alors les symptômes.
Donc c'est assez lié, on va avoir une perte de plaisir dans l'activité, une accumulation de tâches, de messages, d'urgences, une perte de confiance aussi dans ses relations. Hem, on va avoir, la procrastination, la dépréciation de soi, et puis on peut ressentir parfois des formes de fatigue psychique, physique, une perte de prise de recul par rapport aux événements, hein. Donc ça, au niveau de ces symptômes, ça peut être bien de justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire le point et de se rapprocher de son, soit de dans l'interne, et si vous ne le souhaitez pas, de se rapprocher justement, des professionnels, pour faire le point de, bah, voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Quel type d'activité garde encore un sens pour moi? Suis-je toujours compétent et quelles sont mes motivations et mes valeurs? Alors quand on parle de «suis-je toujours compétent?», c'est parce que c'est des questions, parfois qu'on se pose, hein, quand on est, sous une forme d'épuisement professionnel. C'est qu'on a souvent tendance à douter, sur ses compétences et bah, finalement ce que je fais là, est-ce que je serais capable de le faire ailleurs? Et finalement ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça pour une autre entreprise? Voilà. Donc là on va regarder comment retrouver, du sens. Bon alors, c'est très joliment dit, positiver, mais ça va être aussi, se renforcer, hein. S'occuper de soi, de son corps, apprendre à bien se connaître. Vous parliez tout à l'heure du bilan de compétences. Je fais quand même une petite aparté par rapport à ça. Le bilan de compétences n'est pas, forcément l'outil, qui, est adapté pour tout le monde, hein. Un bilan de compétences, c'est un accompagnement effectivement qui est beaucoup plus long et intense, mais c'est pas forcément l'outil révélateur du qui va révolutionner aussi, votre vie professionnelle. C'est un des outils qui permet d'avancer à un moment donné dans une étape dans le cadre d'une réflexion professionnelle. Donc ça, faut faire très attention là-dessus et d'où l'intérêt avant peut-être de faire un point justement sur soi avant de s'orienter vers ces différents outils. Pour terminer, le conseil en évolution professionnelle, qui peut être effectivement, un des services, qui peut aussi être un acteur relais, notamment si, vous avez envie, d'être épaulé, pour, bah, voilà, j'aimerais bien en parler à ma RH, aux membres du CSE ou à mon directeur, mais je ne sais pas trop comment aborder le sujet, et cetera. Voilà, ça peut être un levier. Donc je vais vous présenter ce service-là, en fait, quand même, qui est un service qui est public, hein. On existe dans toute la France. Le conseil en évolution professionnelle, heu, c'est un service qui a été créé pour accompagner les salariés et les indépendants, justement pour faire le point sur sa situation professionnelle. Alors c'est un service qui est connu, et qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est un service qui est très, récent et on reste gratuit et confidentiel et neutre et impartial. Donc ça, c'est très important, notamment, dans toute situation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de compte rendu à l'entreprise sur les personnes qui viennent nous voir, bien évidemment, et en fait, on est un peu comme un GPS, hein, pour les personnes qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on va leur dire: «Bah, voilà, en fonction de cette situation, il existe ça, 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 ça et nous, notre objectif, c'est de vous accompagner sur le chemin et la route que vous souhaitez, emprunter», et voilà. Alors le conseil en évolution professionnelle, il y a plusieurs organismes, qui fait, hein, du conseil en évolution professionnelle. En fait, il existe France Travail, donc Pôle emploi, hein, pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et l'APEC pour les cadres. Et Avenir Actif qui, a été créé, en 2020, en fait, suite à la loi Avenir de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, où là, en fait, on s'est dit: «Bah, il existe des organismes pour les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi. On va créer aussi un organisme justement neutre et gratuit pour les salariés, les indépendants, où ils vont pouvoir recueillir des informations tout au long de leur vie professionnelle et être accompagnés dans les démarches, de construction d'un projet professionnel quel qu'il soit».
Donc l'objectif, comme je l'ai dit, répondre à toutes les interrogations, qu'un salarié à un moment donné peut être amené à se poser, au cours de sa vie professionnelle. C'est un accompagnement qui est individualisé, personnalisé, où notre premier rendez-vous dure 1 h 30, hein. Donc on est vraiment, voilà. On peut solliciter un CEP quand on travaille à l'étranger, mais il faut qu'il y ait un lieu de résidence, le lieu de résidence secondaire ou pas, mais en tout cas un lieu de résidence, sur le territoire français. Pour prendre rendez-vous, voilà, je vais vous avez ce site-là, où en fait vous indiquez votre situation et on va vous orienter vers les structures qui sont, adaptées par rapport à votre situation. J'ai essayé de faire assez court là, ce dernier quart d'heure parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses, dans ce webinaire. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Alors, Cap emploi, c'est pour les personnes qui ont, une reconnaissance travailleur handicapé ou que la reconnaissance travailleur handicapé est en cours. Après n'hésitez pas à vous renseigner auprès des Cap emploi de votre région. Hem Alors après, c'est pareil, mauvaise expérience avec le CEP, oui, c'est possible bien évidemment, mais j'ai envie de dire retenter l'expérience, hein. C'est comme un médecin, on peut avoir une mauvaise expérience avec un médecin et puis avec un autre médecin, ça peut se passer super bien. Donc ça, c'est pareil, c'est pour ça que c'est important avant de se lancer, hein, dans un bilan de compétences ou dans une formation ou quoi que ce soit de comparer, d'en voir plusieurs et cetera. Sachez que vous pouvez demander un changement de rendez-vous, il y a aucun souci, hein, par rapport à ça. Voilà. Est-ce que Geoffrey, tu as des choses à rajouter par rapport aux commentaires que tu as Tac. peut-être vu passer, qui te semblent Ouais, importants? oui, 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 c'était une demande sur un peu pourquoi on parlait pas des CSSCT, CSE. Juste pour repositionner un peu le cadre de là, du webinaire, on est vraiment sur, un peu, le syndrome d'épuisement professionnel, le repérer, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On n'est pas sur, prévenir sur les risques psychosociaux et sur ces choses-là, comment agir en entreprise, comment on est vraiment dans le cadre de la rencontre avec les CEP, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être mis en place si vous pensez, potentiellement pouvoir être, voilà, susceptiblement ou si vous vous posez des questions par rapport à un épuisement professionnel, une certaine lassitude du travail. C'est pour ça qu'on n'est pas allé, directement alors j'ai fait une petite digression qui était pas prévue, hein, sur les facteurs de RPS, mais ça s'est vraiment arrêté là. On n'est pas pour, là l'objectif du webinaire, c'était pas de travailler sur, comment, intervenir sur, les conditions de travail, sur ces choses-là. Mmh. Juste de présenter sommairement le burn-out de façon à ce que vous puissiez, bah, connaître un peu les typologies pour pouvoir, le cas échéant, si ça vous arrive ou que ça peut arriver à un de vos collègues, le rediriger vers, les bonnes personnes, soit, bah, médecine du travail, qui reste aussi confidentielle et soit, CEP si la personne se pose des questions sur, lui-même, son avenir et tout ça. Ouais. On va juste répondre à une question, même si, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais le burn-out n'est pas considéré comme maladie professionnelle parce qu'on a eu plusieurs fois la question Ouais. et ça, c'est un sujet qui fait débat et c'est pour ça qu'on en fait, on n'est pas, enfin, je te laisse répondre Geoffrey, mais aujourd'hui, c'est pas très clair, en fait, pour tout le monde, hein. C'est pas dans les typologies des maladies professionnelles, le burn-out, à ma connaissance tout du moins, il y a peut-être eu des changements, très récemment, que j'ignore. C'est pas dans les typologies, ça peut rentrer sur certains cadres, mais on va plus, je dirais ça, c'est vraiment à voir avec votre médecin traitant si ça vous concerne vous, pour voir, sous quel format, si vraiment vous faites un burn-out. Voilà et de réfléchir, là-dessus. Mais non, le burn-out en tant que tel ne rentre pas dans la typologie, des maladies professionnelles, Mmh mh. ça voilà. Ouais. Alors pour info, alors ça c'est juste à titre, d'information, si jamais vous êtes, vous pouvez prendre rendez-vous avec la médecine du travail à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça soit votre employeur qui, le fasse. Tu peux me confirmer cette information, Geoffrey? Oui, 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 toujours la possibilité et l'employeur n'est pas informé que, vous avez pris rendez-vous avec le médecin, du travail. Mmh mh. Si vous prenez de vous-même le rendez-vous.
Pareil, si jamais vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez contacter le service social de la CARSAT. Je vais passer dans les commentaires, mais effectivement, ça peut être aussi, un relais où, le service social de la CARSAT pourra vous accompagner notamment et faire le lien entre, vous, ce qui se passe à la sécurité sociale, la médecine du travail et cetera. Le conseil en évolution professionnelle, on interviendra sur tout ce qui est professionnel, lié aux professionnels. Donc, parfois on intervient en parallèle, hein, c'est-à-dire que moi je reçois des personnes qui sont accompagnés par une psychologue du travail, qui sont en arrêt maladie, en même temps, et cetera. Il n'y a pas de souci. Après, ça dépend de où vous en êtes dans votre cheminement. Linda, très bonne question parce que j'ai oublié de le préciser et on va s'arrêter là. Mais le replay, en fait, enfin le replay, non, justement, le webinaire va être enregistré, hein. On a enregistré le webinaire, donc vous pourrez le retrouver en replay, le faire partager également aux personnes de votre entourage, aux membres du CSE, à votre employeur, à qui vous voulez. Mais en tout cas, sachez qu'il sera en replay. Je vous remercie en tout cas pour votre présence à ce webinaire. On a été nombreux, c'était super cool. Il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. Je pense que ça vous a aussi permis de vous exprimer, donc c'est super. C'est ce qu'on aime aussi parce que c'est fait pour ça. Et j'espère qu'on vous aura quand même apporté des petits éléments et des choses qui vont vous être utiles en tout cas. Bonne journée et je vais couper.